Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Comics Code, un épisode dans lequel on va parler des nouveautés à paraître en mars 2025 chez Panini Comics. Comme d'habitude, si vous notez des erreurs, des oublis ou des changements de dernière minute, n'hésitez surtout pas à venir les signaler dans les commentaires, ça sert aussi à ça. Commençons par les 100% Marvel qui, pour l'essentiel, sont à l'image de ce qu'est Marvel en ce moment, soit assez peu passionnants. On commence par le tome 3 d'Incredible Hulk de Philip Kennedy Johnson et Nick Klein. Un tome qui ne contient d'ailleurs que 3 épisodes de la série régulière, mais des épisodes qui ont au moins le bon goût d'être tous les 3 dessinés par Nick Klein. En complément de programme, il faudra se contenter d'un one-shot Giant Size Hulk dessiné par Andrea Broccardo et d'un autre lié à l'event Blood Hunt dessiné par Danny Earls. À part ça, hormis multiplier les rencontres entre Hulk et des créatures monstrueuses, Philip Kennedy Johnson parvient toujours pas à donner une direction claire à la série. Sorti également en fin de mois du 3e et dernier tome de Captain America de J. Michael Straczynski, Jesus Saiz et Carlos Magno. Et si le scénariste avait pu faire illusion sur le premier tome, la suite s'est révélée d'un niveau assez calamiteux. Sur le fond, pas grand chose à reprocher à Straczynski, on est même plutôt content de voir Captain America en protecteur des minorités et en pourfendeur de l'extrême droite, mais sur la forme, même si Saiz et Magno font le job, ces épisodes sont hélas plus que médiocres. On attendra donc plutôt la suite et l'arrivée de Chip Zdarsky pour espérer retrouver le personnage en forme. Ce qui est sûr, c'est que par les temps qui courent, je suis très curieux de voir un scénariste canadien prendre en main ce symbole américain. Et signalons au passage que le même jour, Panini repropose le premier tome de la série, désormais au prix découverte de 10€. Sorti le même jour de Chasm, le fardeau de Kane, de Steve Fox et Andrea Broccardo. Si vous ne savez pas qui est Chasm, déjà, je vous envie. Il s'agit en fait de la nouvelle identité de Ben Reilly, le clone de Peter Parker, qui a connu un relooking extrême depuis qu'il a oublié que de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Lecture à réserver strictement aux inconditionnels du Amazing Spider-Man de Zeb Wells. Sorti enfin du tome 4 de Miles Morales de Cody Ziglar et Federico Vicentini. Sur cette sortie, le timing de Panini est loin d'être impeccable puisque les 4 épisodes au sommaire se déroulent avant Blood Hunt, mais qu'ils paraissent donc une semaine après la conclusion de cet event. Et puisqu'on en parle, le 3e et dernier tome de Blood Hunt sort donc en début de mois, toujours en 2 formats, souple à 16€ ou cartonné avec la version Red Band des derniers épisodes de la mini-série principale à 25€. Sur le court terme, la conclusion de l'event va avoir des conséquences importantes sur Miles Morales, Moon Knight et Doctor Strange. Sur le un peu plus long terme, il sert à planter les germes du prochain event à venir, One World Under Doom. Blood Hunt se poursuit également dans les pages de Marvel Comics numéro 15 avec l'épisode 16 d'Avengers par Jed MacKay et CF Villa et la fin de la mini Amazing Spider-Man Blood Hunt par Justina Ireland et Marcello Ferreira. À côté de ça, on aura droit à l'ultime épisode d'Invincible Iron Man par Jerry Duggan et Andrea Di Vito, Amazing Spider-Man numéro 50 par Zeb Wells et Ed McGuinness avec le retour d'un ennemi historique pour marquer le coup, et enfin Spider-Boy numéro 10 par Dan Slott et Nathan Stockman. Dans X-Men numéro 5, 3 nouveaux titres mutants font leur début. On aura ainsi le premier numéro de Storm par Murewa Ayodele et Lucas Werneck. Côté dessin, Werneck signe quelques illustrations à la gloire de Storm assez superbes. Côté scénario, ce démarrage s'annonce pas spécialement enthousiasmant. Plus prometteur, les débuts de Mystique, écrit et dessiné par Declan Shalvey, qui joue à fond la carte de l'espionnage, tout en faisant intervenir quelques visages familiers de l'univers mutant. Et c'est également le démarrage de la mini-série Sentinels, par Alex Pagnadel et Justin Mason, qui introduit une toute nouvelle génération de Sentinelles, laquelle va être amenée à jouer un nouveau rôle dans l'univers post-Krakoa. Dernière nouveauté au programme, cette fois dans le numéro 6, les 2 premières parties du récit Weapon Extraction par Ryan North et Javier Garron, qui met en scène Deadpool et Wolverine et qui, aux États-Unis, a été publié en backup dans différentes séries sans lien pour la plupart avec les titres mutants. C'est tout pour les 100% Marvel, passons au Marvel Must-Have du mois, tous les 2 écrits par Brian Michael Bendis. Commençons par Spider-Man 2, la mini-série de 2017 dessinée par Sarah Pichelli. Peter Parker y retrouve donc Miles Morales, désormais résident officiel de l'univers 616 suite aux Secret Wars. Et la question que se pose Bendis, c'est de savoir s'il n'y avait pas déjà un Miles Morales dans cet univers.
Sans être une lecture indispensable, ça donne une plutôt bonne mini-série, qui plus est très joliment illustrée par Pikeli. C'est en tout cas une lecture que je conseille bien davantage que Daredevil End of Days, malgré la présence de Klaus Johnson et Bill Sienkiewicz au dessin. Bendis y met en scène dans un futur proche la mort de Daredevil et l'enquête menée par Ben Urich pour découvrir ce qui s'est réellement passé et surtout ce que signifie l'ultime mot prononcé par Daredevil, Mapone. S'inspirant vaguement du Citizen Kane d'Orson Welles, l'enquête consiste à revisiter les proches amis et ennemis de Daredevil sans en tirer grand-chose d'intéressant. Quant à la révélation sur la signification de Mapone, elle vient confirmer que, pendant 8 épisodes, Bendis a pris ses lecteurs pour des cons. À propos du Diable Rouge, en Marvel Prestige, sorti d'un classique parmi les classiques, Daredevil Born Again de Frank Miller et David Mazzucchelli. Ça a déjà été publié dans un nombre incalculable de formats différents, mais étant donné le très grand format des Marvel Prestige et la pagination qui promet un nombre conséquent de bonus, il n'est pas exclu que je me laisse tenter par cette édition. En Marvel Deluxe, un seul nouveau titre ce mois-ci, Spider-Man, l'histoire d'une vie, de Chip Zdarsky et Mark Bagley, où si Peter Parker avait vieilli en temps réel, des années 60 à nos jours. Zdarsky parvient à en tirer un récit intéressant et réussi, qui mélange l'histoire personnelle de Spider-Man à la grande histoire. Et Mark Bagley est un très bon choix pour revisiter certains éléments iconiques de l'histoire du personnage. A noter que ce Deluxe contient la mini-série originale et aussi l'annual paru 2 ans plus tard, toujours signé du même duo. Du côté des intégrales, on pourra redécouvrir une autre vie alternative de Peter Parker avec la sortie de la première intégrale Spider-Girl par Tom DeFalco et Pat Olliffe, soit les premières aventures de May Parker, la fille de Peter et Mary Jane. Le personnage était né dans les pages de la série What If, il a connu un tel succès qu'il a donné naissance quelques mois plus tard à une série régulière, laquelle a duré pas moins de 100 numéros, dont un peu moins de la moitié avait été publiée en France par Panini à l'époque. Et c'est une série tout à fait plaisante à lire, même si il vaut sans doute mieux bien connaître l'univers de Spider-Man de la fin des années 90 pour pouvoir l'apprécier à sa juste valeur. On reste du côté de chez Spider-Man avec l'intégrale 1990 par David Michelinie et Erik Larsen. Bon, concrètement, cette intégrale ne contient que 5 épisodes d'Amazing Spider-Man, les numéros 329 à 333. Le reste du sommaire est occupé par le crossover Spidey's Totally Tiny Adventures, qui s'étendait dans les annuals des 3 séries Spider-Man de 1990. Des épisodes plutôt sympathiques dans lesquels Spider-Man ne cesse de diminuer de taille jusqu'à finir son aventure dans le Microverse. Quant aux backup stories provenant de ces annuals, on y trouve une grande variété d'artistes bien connus des amateurs de Spider-Man, de Steve Ditko à Todd McFarlane en passant par Ross Andru. Sorti le même jour de l'intégrale Venom 1992-1993, outre les épisodes 373 à 375 d'Amazing Spider-Man par David Michelinie et Mark Bagley, dans lesquels Venom s'attaque aux parents de Peter Parker, oui, si on n'a pas connu le contexte de l'époque, cette phrase peut sembler curieuse, on trouvera également la toute première mini-série consacrée à Venom, L'Evil Protector, signée des mêmes Michelinie et Bagley, quoique ce dernier soit remplacé par Ron Lim à mi-parcours. Venom part s'installer à San Francisco pour éviter de recroiser Spider-Man, et il se retrouve embringué dans une histoire mettant en scène des SDF vivant sous la ville, un homme d'affaires souhaitant venger la mort de son fils, et un autre qui compte bien utiliser le symbiote à ses propres fins. Sans oublier Spider-Man, qui visiblement s'ennuyait de Venom à l'autre bout des États-Unis. C'est pas une très bonne mini-série, mais avec le recul, c'est tellement moins pire que la plupart de celles qui vont suivre, qu'on serait presque enclin à la conseiller. En outre, cette intégrale contient également une rencontre entre Venom et Wolverine parue dans les numéros 117 à 122 de Marvel Comics Presents, une histoire dont le principal intérêt, voire le seul, est d'être illustrée par l'immense Sam Keefe, qui s'en donne à cœur joie pour déformer les corps de ses protagonistes. Et si vous n'avez pas encore votre content de symbiote, sorti le même jour de l'intégrale 1991-1993, Carnage. Une intégrale qui réunit donc les premières apparitions du tueur en série dans les pages des différentes séries Spider-Man de l'époque. Si vous faites déjà les intégrales en question, il est peut-être plus sage d'attendre leur sortie, ça vous évitera de vous retrouver avec un volume plein de doublons. On est loin d'en avoir fini avec les intégrales, puisque sort à la fin du mois l'intégrale 1974-1975 de Khazar, une intégrale qui se sera fait attendre, puisque la précédente date de 2021,
Au sommaire, on trouvera les derniers épisodes de la série Khazar de 1974, entièrement dessinés par John Buscema. Buscema qu'on retrouve sur une bonne partie des épisodes extraits du magazine Savage Tales. Cette fois-ci, il s'agit d'épisodes en noir et blanc, mais sur lesquels l'artiste semble davantage libre de s'éclater, et le résultat est dans l'ensemble très beau. John Buscema toujours au programme de l'intégrale Thor 1975-1976, dont il réalise la quasi-totalité des épisodes, y compris une curiosité, un récit mettant en scène les Warriors Free, à savoir Fandral, Ogun et Volstagg, paru à l'origine en 1976 dans Marvel Spotlight numéro 30. Panini ressort également ce mois-ci quelques intégrales indisponibles depuis quelques temps, c'est le cas de l'intégrale 1964-1965 de Daredevil, avec au sommaire les 11 premiers numéros de la série, dont on retiendra avant tout le 7e, dessiné par Wallace Wood, et dans lequel Daredevil affronte Namor dans un combat qu'il n'a aucune chance de remporter. Vieillerie toujours avec l'intégrale X-Men 1963-1964, qui contient les 8 premiers épisodes de la série par Stan Lee et Jack Kirby. X-Men encore, mais plus récent, le deuxième volume de l'intégrale 1990, qui pour l'essentiel contient l'intégralité du crossover Extinction Agenda, ainsi que la première moitié d'un autre crossover, Days of Future Present. Et je termine les intégrales avec celles consacrées à Conan et à l'année 1984, des épisodes écrits par Michael Flasher et dessinés encore lui, par John Buscema, des épisodes qu'on a pu lire en France dans le magazine Super Conan publié par Mon Journal, seuls les plus de 50 ans s'en souviennent. Et puisqu'on parle de Conan, continuons avec le tome 4 de la série écrite par Jim Zub, dessiné cette fois par Doug Braithwaite, comme c'était déjà le cas sur le tome 2. Et Panini poursuit également la réédition des Savage Sword of Conan en omnibus, dont le 5e volume paraît ce mois-ci, avec, là encore, beaucoup de John Buscema. Et puisqu'on est dans les omnibus, restons-y avec le 2e et dernier tome consacré à Immortal Hulk d'Al Ewing et Joe Bennett. Soit la suite et fin de cette série, ce qu'on a fait de mieux avec ce personnage ces 20 dernières années, plus quelques one-shots de cette époque, mais aussi de l'inédit, la mini-série Gamma Flight, co-écrite par Al Ewing et Crystal Frazier, et dessinée par Lan Medina, qui pour l'occasion a adopté un style très proche de celui de Joe Bennett, en particulier au niveau de l'ancrage. Sorti également du premier volume de l'intégrale Spider-Man par David Michelinie et Mark Bagley, qui contient les épisodes 351 à 375 de la série régulière, plus les annuals de 1991 et 1992. Au sommaire, pas de quoi s'ennuyer, des Acts of Vengeance à la naissance de Carnage, en passant par le retour des parents de Peter Parker. Certes, il y a à boire et à manger dans tout ça, mais au moins les planches ultra dynamiques de Mark Bagley devraient mettre tout le monde d'accord. Dernier omnibus du mois, le premier consacré aux Micronauts, avec les 29 premiers numéros de la première série, plus les 2 annuals. Après Rome, c'est l'autre série de science-fiction signée Bill Mantlo, invisible depuis plusieurs décennies et qui fait son retour ici. C'est une série qui commence très bien, en particulier avec les épisodes magnifiquement illustrés par Michael Golden. La suite, dessinée principalement par Pat Broderick, est pas au même niveau, en particulier quand les minuscules Micronauts débarquent dans notre univers. Mais pour les vieux lecteurs comme moi qui ont découvert ce titre dans la revue qu'Aredi leur avait consacrée, le plaisir nostalgique de redécouvrir cette série devrait fonctionner. A noter que dans ce premier volume, seuls les épisodes 25 à 29 sont inédits, les 2 volumes suivants, quant à eux, nous proposeront du 100% inédit. Et si vous attendiez une réédition dans ces pages de la mini-série Micronauts X-Men, vous pouvez oublier, vu qu'elle ne figurait pas dans les omnibus américains. Terminons en signalant la sortie en kiosque de Spider-Man géant numéro 4, avec toujours des récits estampillés Marvel Age parus aux États-Unis il y a 20 ans, et côté Star Wars, sortie de la Haute République Phase 3, tome 2, 5 épisodes écrits par Kevin Scott et dessinés par James Stowe, Marika Cresta et Laura Braga, ainsi que la mini-série Django Fett par Ethan Sachs et Luke Ross. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, rendez-vous très vite pour la suite. D'ici là, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, laisser un commentaire, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Vous pourrez aussi, dès que j'ai le temps de m'y remettre, retrouver les lectures de Quack Kent et de Bad Quack sur Instagram et avoir ainsi un aperçu du thème des prochaines vidéos. Et vous pouvez surtout lire des comics. Soyez sages et à bientôt.